Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette table ronde sur l'économie circulaire de la réparabilité au recyclage. On va passer 1h30 ensemble pour faire le lien entre économie circulaire et puis les makers, dans le cadre de cette Maker Faire Paris 2018. En tout cas, on a la chance aujourd'hui d'avoir un panel d'intervenants et d'invités qui vont se présenter pendant 5 minutes chacun. Et puis ensuite, on enchaînera sur le débat, les questions, et puis ensuite une séance de questions-réponses avec vous. Donc n'hésitez pas, en tout cas, pendant les échanges, en tout cas, d'imaginer des questions pour pouvoir réagir le moment venu. Alors je vais commencer directement avec Nathalie Huguefrelier de l'ADEME. Nathalie, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter les projets portés par l'ADEME ? C'est moi qui ai le micro, du coup. Bonjour à tous. Je travaille à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la direction économie circulaire et déchets. Notre agence est une agence de mission de l'État qui est là pour accompagner les entreprises, les collectivités et le grand public pour faire des économies d'énergie, pour aussi mieux gérer ses déchets. Et nous travaillons depuis quelques années maintenant, et c'est l'objet de mon travail à la direction économie circulaire et déchets, de travailler plus sur le volet économie circulaire globale. L'idée est de passer d'une économie linéaire et de transformer notre société telle que nous la connaissons pour basculer sur le champ de l'économie circulaire. L'économie linéaire étant extraire de la matière, produire avec, consommer et jeter au final. Le principe de l'économie circulaire, il est de regarder dans les 3 domaines d'action comment mieux utiliser, comment prévenir et comment mieux gérer efficacement nos ressources pour les faire durer plus longtemps. Et puis surtout, de pouvoir remettre de la matière première recyclée dans l'ensemble du cycle. Si je détaille un peu plus, on a 3 domaines d'intervention. Il y a tout ce qui est basé sur l'extraction et l'exploitation des ressources. Partout sur la Terre, vous avez de l'extraction de ressources pour pouvoir produire les produits que nous utilisons au quotidien. On était en 2015 sur 85 milliards de tonnes extraites. Et on va basculer, si on ne change pas notre façon de consommer les produits, vers 186 milliards d'extraction de matières premières d'ici 2050. Je vous donne une autre indication aussi. Selon WWF, la date de dépassement écologique mondiale, c'est-à-dire la date où dans l'année on vit à crédit de nos ressources, est passée au 1er août en 2016. C'est aussi pour vous montrer que nous vivons à crédit de nos ressources. Nous consommons énormément on extrait de plus en plus de matière. Aussi parce que les produits sont de plus en plus complexes. On peut parler des smartphones, on peut parler de véhicules électriques, même s'ils contribuent à la transition écologique. Et l'ensemble de ce que nous utilisons, en fait, est de plus en plus complexe et ce qui génère ces extractions qui sont exponentielles. Sur la partie amont, ce que nous pouvons faire, c'est concevoir les produits. Éco-concevoir les produits, c'est regarder l'ensemble du cycle de vie d'un produit, essayer d'utiliser moins de matière à sa production, sur l'ensemble du cycle, que son utilisation soit la plus longue possible et qu'elle utilise le moins de ressources possible, et en fin de vie, que le produit soit recyclable et recyclé, de telle façon à ce que la matière première soit réincorporée dans le cycle des produits. Je vous passe l'écologie industrielle territoriale. C'est ce principe-là, mais appliqué à une boucle d'entreprise sur un territoire. Donc une entreprise vient fournir la matière par ses déchets, par exemple, vient fournir ou son énergie qu'elle n'utilise pas, vient fournir la matière d'une autre entreprise. Et on reste sur un périmètre et on utilise surtout des ressources qui sont locales, plutôt que des ressources importées. Il faut savoir qu'on importe 95% des ressources et des matières dont nous avons besoin en France. Donc il est important aussi de relocaliser ces ressources parce que c'est aussi de l'emploi local derrière. L'économie de la fonctionnalité, c'est le changement de modèle, c'est d'aller rechercher le service ou la performance du service. C'est par exemple quand Michelin vend son kilomètre camion, pneu,
camion. Il ne vend plus son pneu de camion, mais il vend bien le kilomètre parcouru. Et il a intérêt à ce que ses kilomètres soient les plus longs possibles. C'est une performance, ce qu'on appelle une performance de service. Et c'est un autre modèle que de vendre effectivement un pneu, puisque on est sur le service. Le comportement et la demande, c'est un volet important. Même si, quand on regarde, on sait que la majorité des impacts environnementaux se trouvent sur l'espace fabrication et distribution, on est aussi chacun responsable de la façon dont on consomme les produits et les objets au quotidien. On peut ne pas changer de matériel tant qu'il fonctionne, on peut le faire durer plus longtemps. J'ai 2 exemples en tête, mais peut-être qu'on y reviendra après. Je pourrais vous parler après du smartphone, produit que 2 Français sur 3 ont actuellement. Et je peux vous parler aussi un peu du textile, puisque la Semaine européenne de la réduction des déchets, dans laquelle est labellisée cette manifestation, a pour sujet cette année le gaspillage alimentaire et la mode responsable. Sur le textile et les chaussures et la façon dont on consomme ces produits, je peux vous en parler également. Donc ça, c'est pour la consommation responsable. L'allongement de la durée d'usage, les uns et les autres viendront témoigner de la façon dont on peut réparer, utiliser plus longtemps ces produits en prenant soin et leur donner une deuxième vie derrière. Et le troisième domaine, c'est la gestion des déchets avec l'importance du recyclage, ce qui veut dire qu'il faut trier, il faut trier le plus possible. C'est la démarche que nous avons actuellement avec le ministère de la Transition écologique et sociale. Et ce recyclage doit être déployé le plus possible pour pouvoir bien traiter les produits issus du recyclage de telle façon à les remettre dans la boucle de l'économie circulaire. Voilà, je m'en arrêterai là pour l'instant. En tout cas, merci Nathalie pour nous expliquer, nous avoir introduit finalement qu'est-ce que l'économie circulaire et pourquoi c'est nécessaire. Alors c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé des déchets plastiques. Je pense qu'il y a des chiffres, mais 98% de nos millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans. Peut-être que BIC pourrait nous instruire sur ces actions et on a la chance en tout cas d'avoir Bénédicte Cusin-Berche, directeur des projets chez BIC. Donc Bénédicte, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis expliquer un peu les projets ? Oui, bonjour. Donc je suis Bénédicte Cusin-Berche. Je vais vous parler évidemment des produits BIC, mais je vais aussi vous parler de ce qu'on a lancé en économie circulaire en octobre dernier. Donc on a lancé Ubiquity. Ubiquity, c'est une gamme de mobilier extérieur qui est faite à partir du recyclage des instruments d'écriture usagés, toutes marques confondues. Alors c'est la dernière étape d'une filière de recyclage que nous avons lancée en 2011. Voilà, donc on a commencé à collecter tous les instruments d'écriture, que ce soit des stylos à billes, des feutres, des marqueurs, toutes marques confondues dès 2011 sur le lieu même de consommation des produits, c'est-à-dire les écoles ou les bureaux. Donc on a invité les bureaux et les écoles à s'organiser pour collecter tous ces instruments d'écriture usagés. Et on s'est très vite aperçu en fait que ça plaisait aux consommateurs et que les gens répondaient présents quand on les invitait à collecter. Et donc on s'est dit, on a lancé ça en France et dans d'autres pays, et on s'est dit il faut aller plus loin. Et du coup on a voulu absolument transformer dans des objets qui avaient justement une vraie fonctionnalité, enfin une vraie valeur de fonctionnalité. Les instruments d'écriture usagés. Alors, c'était intéressant parce qu'on a fait face, et on fait toujours face, à toutes les contraintes du recyclage aujourd'hui. La première contrainte, c'est le coût de la collecte. C'est extrêmement cher. Nous, on n'est pas du tout subventionnés. On ne touche aucune subvention pour ramasser ces déchets-là. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a la lecture directe du coût. Et aujourd'hui, évidemment, on voudrait
ramasser encore plus. Donc on est vraiment obligé de travailler ce point-là et on espère d'ailleurs, on a un peu l'ambition de faire avancer les choses d'une manière générale sur ce sujet-là. Et la deuxième contrainte que l'on rencontre, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette matière recyclée, plastique ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de débouchés qui acceptent de la matière plastique recyclée. Pourquoi ? Parce que déjà, dans les opérations de recyclage, elle a perdu des capacités mécaniques. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'impuretés, c'est-à-dire que les différentes résines sont mélangées entre elles. Vous parliez tout à l'heure de la complexité des produits. C'est vrai que nous, chez BIC, on a de la chance d'avoir des produits simples, parce que la simplicité, la responsabilité, ça a toujours été les valeurs de l'entreprise depuis sa création. Donc finalement, on n'a pas beaucoup de matières différentes dans nos produits, mais dans le reste du marché de l'écriture, il y a beaucoup de produits qui sont multi-matériaux, si vous voulez. Et du coup, ça donne une matière recyclée plastique pour laquelle c'est difficile de trouver des applications. Voilà. Donc du coup, on a trouvé cette application qui était assez intéressante. En plus, ça a une vraie valeur pédagogique, si vous voulez, parce que ça montre l'intérêt du geste de tri pour les enfants, mais comme pour les adultes. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui ramasse les stylos à l'école, eh ben, il va voir que son geste a servi à quelque chose, hein, puisqu'il va retrouver sous forme de banc ou de table le mobilier dans l'école. Et c'est la même chose dans les villes aujourd'hui, si vous voulez. Donc voilà. Alors après, un mot sur les produits BIC. Donc BIC, c'est une société française qui est présente dans 160 pays dans le monde, qui est cotée à la bourse de Paris. On est sur 3 métiers, l'écriture, les briquets et les rasoirs. Nous avons 7 usines en France qui produisent non seulement pour le marché français, mais aussi pour le reste du monde. On a plus de 1500 emplois dans les usines aujourd'hui en France. Et la spécificité des produits BIC, c'est qu'ils sont légers et qu'ils durent longtemps. Et pourquoi ? Parce que en fait, c'est l'ADN de la marque. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une marque qui a été créée après-guerre. Lorsque finalement, on était encore dans la pénurie des ressources. Et surtout, il ne fallait pas gâcher. Donc, l'objet était vraiment de mettre sur le marché des produits d'excellente qualité qui marchaient du début à la fin, qui étaient peu consommateurs de ressources et qui duraient longtemps. Donc, par exemple, le cristal, qui est vraiment l'icône du groupe, que je pense que vous avez tous un jour écrit avec un cristal, il ne pèse que 5,8 grammes. Alors, vous me direz, c'est peut-être encore trop, 5,8 grammes de plastique, mais il écrit pour une moyenne de 3 km. Donc, si on parle de l'économie de la fonctionnalité, j'aime beaucoup l'exemple de Michelin que vous avez pris, Nathalie, je le trouve vraiment très intéressant. Si aujourd'hui, par exemple, on veut écrire 9 km, je vous mets au défi d'écrire 9 km, mais bon, si on veut écrire 9 km, vous allez avoir besoin de 3 cristals qui pèsent 5,8 grammes. Donc, on va extraire, en effet, 17,4 grammes de matière et on va en mettre 17,4 grammes à la poubelle. Si vous prenez, nous on est leader sur le marché en France, si vous prenez le deuxième qui nous suit selon les panels GFK, écrit 2 fois moins que nous et qui est plus lourd, on va, pour la même distance, longueur d'écriture, on va puiser 54 grammes et on va jeter 54 grammes. Donc c'est vrai que l'économie de la fonctionnalité, c'est quelque chose qui est très intéressant de prendre en compte quand on veut faire des achats responsables. D'abord, il faut s'assurer de la qualité du produit qui va fonctionner correctement du début à la fin. Et puis après, finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de matière dedans ? Est-ce qu'il est léger ? Est-ce qu'il est lourd ? Et voilà, ça, c'est des points importants. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, mais en tout cas, merci pour ces présentations, Bénédicte. Alors, on parlait justement d'économie d'usage et d'économie de la fonctionnalité. On a la chance d'avoir Pascal Chabret de Boulanger. Pascal, pouvez-vous vous présenter puis présenter les projets de Boulanger qui vont dans ce sens ? Bien, bonjour, donc effectivement, je représente Boulanger. Je m'occupe avec les équipes de la partie innovation chez Boulanger, et puis également d'un
d'une entité, d'un projet important pour l'entreprise qui s'appelle Boulanger Second Life. Donc c'est ce qu'on explique sur le stand que vous avez derrière et que je vous invite à venir nous rejoindre pour comprendre un petit peu dans le détail comment tout ça fonctionne. Boulanger donc, est une entreprise française qui a un peu plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, vous avez 150 magasins en France. Nous sommes présents qu'en France. Nous sommes 9000 collaborateurs et collaboratrices. Et effectivement, on est face à des enjeux permanents lorsqu'on est distributeur. On est distributeur spécialiste de produits d'électroménager et d'électronique. Et nous, effectivement, c'est sur une clientèle grand public, c'est comment on s'adapte en permanence aux besoins et aux attentes de nos clients. Et on voit bien aujourd'hui que ces attentes, pas simplement en termes de produits, mais en termes de services, elles évoluent fortement et elles évoluent de plus en plus vite. Donc par rapport à ça, le Boulanger, c'est un groupe, c'est-à-dire qu'on est à peu près une dizaine d'entreprises. Il n'y a pas simplement Boulanger, mais il y a une dizaine d'entreprises qui gravitent autour de Boulanger, qui nourrissent les activités de Boulanger et la marque également, avec des activités autour de la location, des activités autour de la livraison, de l'installation et de la formation à domicile. On conçoit nous-mêmes nos produits, ce qu'on appelle les produits marques propres. On a des activités pour le B2B, des activités également de call center dans la relation client. Bref. Et donc on a toute une chaîne qui permet effectivement de concevoir à la base un produit jusqu'à sa livraison, sa formation et la gestion de l'après-vente. Donc à partir de là, quand on parle d'économie circulaire, on sait qu'on boucle la boucle par rapport à toutes les prestations qu'on peut proposer en magasin. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de mettre en avant ou d'expliquer, c'est toute la démarche de Boulanger autour de l'économie circulaire, sachant que c'est bien de vendre des produits, mais qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'ils reviennent? Donc ça, c'est les exemples qu'on vit tous, qu'on essaye de vivre le moins possible autour de l'après-vente. Mais bon, on vend essentiellement des produits techniques, donc des produits susceptibles de tomber en panne, donc on les répare. On a développé beaucoup de produits où finalement c'est développé le principe de l'échange. Et aujourd'hui, par rapport aussi à la nature des produits, notamment qui sont des produits d'investissement, le gros électroménager, la télé, on s'est rendu compte qu'on avait des clients qui ne voulaient pas qu'on remplace leurs produits. Donc ils voulaient simplement qu'on les répare. Donc notre rôle avec les fournisseurs, c'est de trouver effectivement des solutions de réparation. Donc ça, c'est l'après-vente classique. Mais ça va au-delà. Et donc aujourd'hui, on a chaque mois des milliers de produits qui reviennent. Alors, ce sont des produits qui ont été abîmés lors d'une livraison ou d'une installation. Ce sont des produits où les clients les ont achetés sur le web et on fait une rétractation dans le délai légal et on dit non, finalement ce produit ne m'intéresse pas. Alors ça peut être une commande spécifique et plus il y a de la logistique, plus le produit est susceptible d'être abîmé. Et donc ces produits, on ne peut plus les vendre comme neufs. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc il fut un temps où ces produits-là, on pouvait simplement les bénir. Et donc de toute manière, ça fait plusieurs années que Boulanger travaille avec des filières de recyclage. C'est pour ça que quand vous achetez un produit, vous avez toujours la petite taxe de la D3E pour les équipements électroniques. Donc ça, c'est la responsabilité de chacun en tant que client, mais aussi en tant que citoyen, pour dire comment j'utilise les filières pour recycler mes produits. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait un rôle plus important à jouer. Et donc ce sont les partenariats qu'on a montés, notamment avec le réseau Envie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, où on propose, finalement ces produits sont donnés à ces réseaux-là, qui de manière très schématique, à partir de 3 produits, en les désossant, on peut en reconstituer 2. Ce sont des produits dits d'occasion qui sont revendus. Alors soit on peut les revendre en ligne, soit ils sont revendus par rapport à leur magasin. Mais l'idée, c'est vraiment de participer à donner une deuxième vie à tous ces produits-là qui, jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas véritablement comment les traiter. Donc nous, on a notre responsabilité par rapport à ces milliers de pièces chaque mois qu'on doit traiter. Et donc c'est une activité qui est complètement internalisée. Ça se passe on a un entrepôt dans le nord de la France, à côté de Lille. Boulanger, c'est une entreprise du Nord. Et donc au total, on a une équipe de 40 personnes, tous métiers confondus, qui s'assurent à réceptionner ces produits, évaluer l'état du produit
et voir ensuite s'ils sont revendables, dans quelles conditions. Et à ce moment-là, on les revend essentiellement en ligne sur boulanger.com. On a une boutique et on explique dans le détail quelles sont les opérations qui ont été faites, quel est l'état du produit, et permettre effectivement d'acheter un produit avec une certaine garantie. D'accord. Vous ne m'entendez plus? Là, c'est mieux? Pas de problème. Voilà un peu le principe. Enfin, c'est un des autres principes. Et après, il y a une chose que l'on a mis en place depuis 2 ans. C'est une plateforme qui s'appelle API 3D. Donc, qui permet à une communauté de makers de pouvoir récupérer, télécharger les plans des produits, à la base des produits marques propres que nous commercialisons, pour se dire finalement j'ai une pièce plastique, j'ai un embout d'aspirateur, j'ai une pièce plastique d'un lave-linge qui s'est cassé. Dans l'usage, ça me pénalise. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que lorsque je vais voir un distributeur comme Boulanger, est-ce que j'ai la solution SAV? Est-ce que j'ai la pièce? Des fois on l'a pas. Des fois on l'a, mais le délai est long. Des fois le client estime que la pièce est trop chère. Et donc on propose une solution alternative où le client, soit il imprime chez lui la pièce parce qu'on lui fournit gratuitement les plans. Donc il a son imprimante et il le fait chez lui. Soit il n'a pas d'imprimante et à ce moment-là, on lui propose une solution clé en main où sous 5 jours, il peut recevoir la pièce qui est imprimée avec un partenaire avec lequel on a passé un accord. Et donc le produit, finalement, il n'est pas jeté à la poubelle. Donc on peut avoir la porte d'un frigo, la porte est en plastique. Elle est vert fluo, elle est jaune. Enfin, vous voyez les couleurs sur notre stand, mais c'est pour donner l'idée que finalement, tout se recycle et tout se réutilise. Donc voilà, ce sont les expériences que l'on met en avant. Mais la démarche autour de l'économie circulaire, elle est plus vaste. Mais à ce moment-là, je ferai une introduction qui durera 1h30. Je crois que ce n'est pas l'objectif. Non, mais en tout cas, merci Pascal pour la présentation déjà de Boulanger Second Life et puis de Happy 3D. Maintenant, je vais laisser la parole à Ophélie Baguet, qui justement, chez Spareka, développe la réparabilité et la réparation surtout des produits. Exactement. Nous, notre objectif, c'est de remettre l'auto-réparation au centre du quotidien des Français. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était dans la culture, c'était dans les habitudes d'essayer de diagnostiquer la panne quand l'appareil est cassé. Aujourd'hui, il y a 90% des pannes que vous rencontrez sur vos lave-vaisselle, vos lave-linges, vos machines à café, les grille-pains, les télés, tout, qui sont complètement réparables super facilement chez vous en moins de 2 heures pour moins de 40 € en moyenne. Et simplement, il faut avoir les moyens de le faire pour avoir les moyens techniques, un appui, etc. Et du coup, ça, c'est nous qui pouvons vous l'apporter. Et il y a encore aujourd'hui 40% des Français qui renouvellent leur électroménager prématurément avant qu'il soit vraiment cassé. Et voilà, donc nous, on est là pour vous aider dans le diagnostic de votre panne. En fait, sur notre site internet, vous pouvez rentrer la référence de votre produit. Avec un questionnaire en entonnoir, vous arrivez à une idée plus ou moins précise, mais une idée déjà de savoir si c'est votre moteur, votre résistance, une courroie, quel est le problème dans votre machine. Ensuite, on peut vous aider au téléphone ou via un forum en ligne à savoir vraiment quel est le problème, quelles pièces détachées il faut commander. Donc nous, on vend plus de 8 millions de pièces détachées, on a 8 millions de références, donc c'est presque illimité. Il y a certaines pièces qu'on n'a pas, mais en général, même sur des machines à café assez complexes qui ont 20 ans, on a les pièces. Et ensuite, on a plus de 600 vidéos qu'on tourne nous-mêmes. On a notre caméraman, on a Vincent qui fait la technique, qui explique donc sur les tutos comment exactement changer une pompe, changer une résistance, sur plein de modèles différents et sur tous les appareils domestiques, appareils de jardin, robotisation de piscine. On est même dans la motorisation de portail. Enfin, on a un univers vraiment très large. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour les premiers réflexes des Français et de tout le monde d'ailleurs, je pense, c'est de faire appel à un réparateur ou au moins de faire un devis, parce qu'on a envie de le faire réparer par quelqu'un, mais pas forcément de le faire soi-même. Et vu que les prix du neuf aujourd'hui sont plutôt bas et que pour moins de 200 €, on a un nouveau lave-linge, un nouveau lave-vaisselle,
et que les prix moyens des réparateurs professionnels, c'est 100, 150, 150 euros, on passe vite au deuxième réflexe de est-ce que ce serait pas plus simple, c'est la solution de facilité, de je jette mon appareil, j'en rachète un autre. Et c'est pas des comportements qui sont durables, c'est assez néfaste. Dans tout économiquement pour les foyers, c'est pas des solutions qui sont c'est pas économique et c'est pas non plus écologique. Donc voilà, nous c'est ce qu'on essaye de vous redonner l'envie et vous redonner la confiance et voilà, il faut recommencer à réparer. Alors, en tout cas, bravo, parce que comment on crée les conditions favorables et surtout en tant que consommateur, quels sont mes axes et mes actions concrètes que je peux développer dès maintenant. Et je pense que voilà, on peut déjà directement regarder un tuto, etc. Nathalie, vous évoquiez un projet avec les téléphones portables. C'est vrai que là, j'ai vu un stand, le stand d'Ifixit, où on peut justement, là sur la Maker Faire, réparer son téléphone. Et on avait le cas tout à l'heure avec Cécile qui a cassé son téléphone et qui a été directement sur le stand. Quelle est l'initiative que vous développez L'initiative que nous développons, c'est en fait de faire connaître, pour sensibiliser à ce qu'est un smartphone. Parce que mieux connaître les produits qu'on utilise permet aussi de se rendre compte de l'impact de nos gestes quand on en change, quand on le jette, quand on rachète un nouveau smartphone. Donc c'est juste pour donner une idée de ce qu'est un smartphone actuellement. Tout à l'heure, je disais que 2 Français sur 3 en ont un. Il y en a 7 milliards qui ont été vendus dans le monde depuis 2007, donc en une dizaine d'années. 7 milliards, c'est quasiment la population mondiale. Un smartphone, ça pèse à peu près 200 grammes. Il faut savoir que c'est 70 kilos de matière, de minéraux qui sont extraits en grande partie, qui deviennent donc des métaux. Et c'est 70 en fait, métaux différents qui sont contenus dans un smartphone. Donc, ça, c'est important. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'au niveau de la fabrication, le smartphone, pour être fabriqué, il fait déjà 4 fois le tour du monde. 4 fois le tour du monde parce qu'il est conçu aux USA, la plupart du temps. On va chercher l'extraction des matières et la transformation de ces matières premières en Asie du Sud-Est, en Australie, en Afrique centrale et en Amérique du Sud. 70 minerais différents qui sont parfois extraits dans des conditions écologiques et humaines extrêmement difficiles. On recense, je crois, 40 000 enfants qui travaillent dans ces mines dans les pays d'Afrique actuellement. C'est aussi une phase de fabrication des principaux composants qui se trouvent soit en Asie, soit aux États-Unis, soit en Europe ou à 3 endroits différents. L'assemblage se fait aussi en Asie du Sud-Est et après, il est distribué partout dans le monde. Donc l'impact, les 3/4 de l'impact d'un smartphone se situe au niveau de la production. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous achetez un smartphone, quelque part, vous contribuez à développer cet impact partout dans le monde. C'est un impact écologique, mais également humain. C'est nos ressources, c'est notre biodiversité qui fout le camp. C'est aussi des émissions de gaz à effet de serre dans le transport qui sont démultipliées. Et voilà, donc cette partie-là est importante. Et puis après, dans l'usage même que l'on fait, 88% des Français changent d'appareil alors qu'il fonctionne encore. La durée de vie moyenne d'un smartphone, c'est 2 ans, entre guillemets, parce qu'on pourrait le garder plus longtemps, mais il faut en prendre soin. La plupart des pannes, c'est souvent l'écran qui est cassé. L'écran coûte cher à remplacer. Et donc, si on met un film, par exemple, sur un écran, ça permet de prolonger la durée de vie de son smartphone. C'est des gestes que dont nous devons prendre conscience, mais aussi qu'il nous faut mettre en application. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus ? Il y a effectivement dans le remplacement d'un smartphone l'effet de mode. Hier, c'était le Black Friday. On entame une nouvelle période jusqu'à Noël qui sera une surconsommation de produits. Il y a d'autres façons de regarder l'achat des choses, des objets que nous utilisons. Regardez quand vous achetez ce type de produit si la batterie est remplaçable.
si elle est démontable. Spareka pourrait le dire, on a pas mal de produits qui sont collés, qui ne sont pas démontables. Et c'est là où il faut... les produits importés à bas coût sont souvent ceux qui sont effectivement les plus difficilement réparables. Donc regardez aussi tous ces aspects-là. Au plus l'écran est grand, au plus il y a de fonctionnalités, au plus dites-vous derrière qu'il y a effectivement un coût environnemental et un impact environnemental plus fort qui est marqué, puisqu'il y a plus de matière qui est utilisée. Tout ce volet est à bien identifié dans son acte d'achat. On est aussi responsable de ce qu'on achète, bien évidemment. Et je ne vous demande pas de ne pas acheter de smartphone, tout le monde en a, moi j'en ai un aussi, mais voilà, son utilisation, la façon dont on l'utilise, la façon dont on prend conscience de son impact est important. En tout cas, merci. Pascal, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais juste rebondir parce que tout à l'heure j'ai parlé en tant que distributeur effectivement de la vente de produits qui est le gros de notre activité historique, mais qui est la réalité aujourd'hui de notre business. Il y a aussi une autre manière de voir les choses, c'est lorsqu'on a décidé il y a 8 ans de créer une filiale dédiée à la location de produits. Et finalement, quand je parlais de l'ensemble des entités du groupe qui participent à ce mouvement autour de l'économie circulaire, que ce soit dans la conception des produits, conception, production et toutes les autres phases jusqu'à la commercialisation. Donc il y a 7-8 ans, on a créé une société qui s'appelle Lokeo. Et c'était aussi une manière d'anticiper ou de ressentir les besoins clients qui disaient, on a parlé d'usage, d'économie de la fonctionnalité. Donc c'est comment aujourd'hui, sur ces produits-là, je vais peut-être pas prendre le réflexe d'acheter, mais de louer. Alors soit ce sont pour des considérations de prix, parce qu'à la limite je préfère mettre une mensualité de X euros, soit c'est parce que c'est plus facile de se dire au bout de 3 ans, je vais changer, parce que les technologies changent tout le temps, et ainsi de suite, des questions de design. Ou bien simplement, c'est déjà, les premiers clients, c'était dans cette optique de se dire, au moins le produit, je peux décider au terme de mon contrat de 3 ans, 4 ans, s'il marche toujours, je prolonge. Après, c'est au choix du client de voir. Voilà. Et après, c'était l'explication que l'on a faite sur, mais c'est quoi la deuxième vie du produit ? Parce qu'il y a des clients qui disent, voilà, mon contrat est terminé, je vous rends le produit, vous venez le chercher, et nous, on s'occupe de le remettre dans le circuit. Et puis, progressivement, les clients veulent plus de transparence ou simplement d'explication sur, mais qu'est-ce que vous en faites ? D'où la naissance aussi de Second Life, pour dire, tous ces flux-là qui ont augmenté depuis 8 ans, ils correspondent vraiment à, je ne veux plus détenir, je veux louer, mais aussi, garantissez-moi que derrière, vous avez un traitement, on va dire, responsable de ces produits-là. Donc c'est toute cette démarche qu'on a mise en place. Il faut savoir, donc je parlais de Boulanger Second Life, c'est à peu près depuis le début plus de 120 000 produits qu'on a traités, à peu près, on va dire depuis 5 ans. Rien que cette année, on va en traiter pas loin de 40 000, donc on va remettre dans le circuit avec des états plus ou moins bons. Mais j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont intéressés par uniquement des produits comme neufs ou des gens qui se soucient peu de ça ou pour des questions de budget ou de pouvoir d'achat. Et donc on voit vraiment que quand aujourd'hui vous allez sur le site boulanger.com, nous on propose, vous voulez les clés d'entrée évoluent très vite. Donc sur une fiche produit, soit on vous propose d'acheter, soit on vous propose de louer. Et là, on va progressivement, on va dire, même si vous voulez acheter ou louer, est-ce que vous voulez un produit neuf ou est-ce que vous voulez un produit reconditionné ? Donc, ce n'est pas simplement des produits reconditionnés qu'on allait acheter chez un fournisseur, mais c'est proposer l'offre de produits reconditionnés que nous-mêmes, nos équipes dont je parlais tout à l'heure à Lille, ont reconditionné parce qu'on a le bon niveau d'expertise pour le faire. Donc, c'est vrai que cette notion-là, elle est en train de changer grandement. Donc, ce n'est pas simplement de dire comment je réponds à cette demande, mais c'est aussi comment nous, on met en place un circuit. Et c'est vrai que quand on a un service après-vente avec des techniciens, on a plus de 500 personnes qui sont dédiées à la pré-vente en France, forcément, on a une expertise et on va dire une force de frappe pour pouvoir traiter ça. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais ça, c'est parce que la boîte a 60 ans et qu'elle s'est construite autour de ça. Voilà. Oui, allez-y, Nathalie. Je parlais à l'instant du smartphone. Ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'on a seulement actuellement 15% des téléphones qui sont collectés pour être recyclés. 15%. On a estimé qu'on avait 30 millions d'appareils qui dormaient dans nos tiroirs. Donc, vous avez 3 possibilités. Soit vous les mettez en vente sur Internet,
pour leur donner une seconde vie. Soit vous les donnez à des organismes tels qu'Emmaüs, qui en feront quelque chose, soit vous les ramenez aux distributeurs quand vous changez d'appareil, puisqu'ils sont obligés de vous les reprendre. Et de cette façon-là, vous donnez cette possibilité qu'ils aient une deuxième vie. Mais ne les laissez pas dans les tiroirs. Arrêtons, parce que voilà, ça ne sert à rien. Et effectivement, au bout d'un moment, il faut remettre dans le circuit pour que les matières soient réutilisées. D'accord, en tout cas merci. C'est vrai qu'on a parlé des nouveaux business models et c'est clair que comment passer du produit au service et donc de mettre plus de services pour justement encourager ces boucles d'économie circulaire. Alors j'aimerais vous entendre sur que peut apporter finalement le mouvement Makers par rapport à justement cette économie circulaire. Ophélie. Dans son ensemble, le mouvement Maker dans son ensemble, je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, il y a que des personnes qui sont hyper créatives, qui font des choses de leurs mains, qui sont pleines d'imagination et qui ont l'envie de faire les choses. Et que, en tout cas, toutes les personnes à qui j'ai parlé depuis hier matin sont vraiment des personnes ouvertes d'esprit, avec l'envie d'apprendre, de comprendre. Et juste, je pense que... Enfin, vous êtes, du coup, vu que vous êtes ici, le genre de personne, vous n'avez pas forcément peur de démonter quelque chose pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'en ai. Et du coup, voilà, je trouve ça super intéressant et je suis super contente qu'on soit là. Et concernant ce dont on parle, la réparabilité des produits, Spareka, nous, on a, conformément à une volonté du gouvernement qui a annoncé en juin la FREC, la feuille de route de l'économie circulaire, qui comporte différentes mesures. Il y a une mesure qui concerne un indice de réparabilité qui va être obligatoire à partir de 2020, et c'est du coup un indice consommateur pour donner plus de transparence, nous donner plus de transparence à nous tous. Et ce sera donc en rayon dans les magasins en 2020, à poser à côté des machines. Et du coup, ce sera... on ne sait pas exactement quelle forme est-ce que ça prendra. Ça prendra sûrement la forme d'une note. Et nous, du coup, en amont, parce qu'on a la possibilité de le faire, parce nous, on peut démonter nos machines. Chez nous, on a des techniciens, etc. On a inventé notre propre indice. Donc, ce n'est pas celui qui sera repris... Enfin, il va y avoir un indice français vraiment propre à la France et européen. Mais nous, on a notre petit indice Spareka. Et on a déjà démonté 6 lave-linges de marques différentes. Et du coup, on a essayé de changer 10 pièces détachées sur ces 6 lave-linges. Et on s'est chronométré, on s'est filmé, on a compté le nombre de vis, on a regardé s'il y avait à certains endroits des modules, s'il y avait des lave-linges qui étaient plus réparables, moins réparables. Enfin, voilà, selon différents critères, selon la facilité, selon aussi la disponibilité des pièces détachées, parce que c'est génial si la pièce n'est pas censée être chère, s'il n'y a pas beaucoup d'étapes, si c'est très simple et si c'est avec des outils simples, mais si la pièce détachée ne se vend pas, on ne va jamais arriver à réparer. Et pareil avec le prix des pièces détachées, si tout est hyper accessible dans la machine, mais que les prix des pièces détachées sont exorbitants, ça ne pousse pas non plus à réparer. Donc on a pris le prix, la disponibilité, s'il y a tous les documents techniques, si on a accès aux vues éclatées, etc., en libre accès. Enfin voilà, donc c'est pour noter la bonne volonté et pas les bons comportements, parce qu'on ne veut pas se mettre en tant que juge, mais c'est surtout pour informer sur est-ce que cette machine elle est réparable ou pas, et est-ce que si on l'achète, on va être capable de le réparer nous-mêmes, ou s'il va falloir changer, enfin si tout est collé à l'intérieur, si tout... Voilà, donc on l'a aussi développé sur une gamme de 5 tronçonneuses, et là notre objectif c'est de l'étendre à plusieurs produits, voilà, sachant que ça va être mis en place au niveau français et européen bientôt, donc c'est quand même un très grand pas, parce que ça pousse les fabricants à faire les choses mieux, de façon plus réparable et plus responsable. Et nous, ça va nous donner aussi l'opportunité de consommer mieux. Donc on va être impliqués dans les deux sens. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est très intéressant. J'ai fait le test avec mon ordinateur portable et je me suis rendu compte qu'il avait une note de 1 sur 10. Donc, je vous invite à regarder un peu, vous retrouvez votre produit et puis vous regardez la note, etc. Mais en tout cas,
en termes même de formation, d'éducation. C'est en tout cas très intéressant en tant que consommateur. Alors Bénédicte, au niveau de BIC et justement de ce mouvement des makers, vous êtes partenaire présent. Quel est votre message? Comment vous voyez justement le mouvement makers et comment il peut apporter à l'économie circulaire? D'abord, c'est très intéressant de voir tout l'engouement qu'il y a autour de ce mouvement et l'ambiance qu'il y a aujourd'hui sur cet événement, c'est assez incroyable. Alors, je pense qu'en fait, tout cela est lié au fait qu'il y a à nouveau, peut-être on a retrouvé l'importance de l'usage et de la fonctionnalité des produits au détriment de la propriété des produits. Ça, c'est quelque chose qui est apparu il y a à peu près 10 ans dans les études sur les comportements des consommateurs, où déjà en 2008, je me souviens, on disait attention, attention, les gens vont préférer louer quelque chose, vont s'intéresser à l'usage plutôt que de le posséder. Louer une tondeuse plutôt que de la posséder et de l'utiliser que quelques fois par an. Et du coup, je pense que nous nous sommes à nouveau penchés sur l'usage du produit. Qu'est-ce que j'en fais? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? À connaître le produit, comme vous disiez tout à l'heure, Nathalie, comment il est fabriqué, où, pourquoi, voilà. Donc ça, je pense aussi que c'est un des éléments qui fait qu'il y a cet engouement aujourd'hui, et j'ai envie de dire tant mieux. Et alors, nous, BIC, les makers, on adore ça, parce qu'on est des industriels avant tout. On fabrique, on adore la fabrication, on adore les machines. Si on produit aujourd'hui encore en France, c'est parce qu'on a des machines absolument incroyables qui sont dessinées et fabriquées par nous. Donc, quand vous allez dans une usine BIC, d'ailleurs, c'est assez difficile de rentrer. C'est assez incroyable parce que vous voyez beaucoup de gens qui sont là en fait à dessiner les machines de demain et à les concevoir. Voilà. Et donc, évidemment, nous, on adore tout ce qui est fabrication, industrie, voilà. Et on invite d'ailleurs tous les jeunes à retrouver ces métiers-là et à s'intéresser à nouveau à tous ces métiers. Ouais, justement, hier, c'était la journée sur l'éducation. Et donc, il y avait plein de petits makers en herbe. D'où justement cet enjeu de sensibiliser dès le plus jeune âge à la fois aux makers et puis à cet état d'esprit de recyclage, de faire soi-même, etc. Est-ce que vous menez des actions, chacune et chacun, là, envers l'éducation des générations futures par rapport à cet état d'esprit qui vous... Sur la partie éducation, donc, et du reste, on a sur le stand boulanger, vous voyez juste à côté une société qui s'appelle le MakeBlock. Donc MakeBlock, c'est on peut dire une start-up, c'est pas une start-up française, mais c'est une jeune entreprise qui propose donc de familiariser les enfants au codage avec des produits un peu type robot. Voilà, c'est très bien pensé. Tout est pilotable avec l'appli. Enfin bref, j'ai envie de dire, c'est dans les codes des enfants pour se familiariser à ça. Donc nous, aujourd'hui, par rapport à l'essor d'Internet, il faut que nos magasins soient aussi des lieux de destination et donc des lieux de découverte, des lieux d'envie, parce que sinon, on le fait de sa tablette ou de son téléphone chez soi. Et donc c'est vrai que cette partie découverte, cette partie éveil, on la retrouve de plus en plus. Alors c'est vrai que c'est facilité par tout l'essor des objets connectés. Donc ce sont des produits qui sensibilisent d'autant plus vite les enfants. Et donc on essaye aussi dans les magasins de faire des formations de codage. On a un nouveau concept de magasins. Ce sont des magasins de taille beaucoup plus petite, ça s'appelle les comptoirs. Ce sont des magasins non pas habituellement de 2000 m² comme on les connaît habituellement, mais plutôt de 500 m². On commence à les implanter dans les centres-villes. On en a ouvert d'ailleurs sur Paris à l'intérieur du BHV, aux Galeries Lafayette. Et donc on n'a pas la possibilité d'exposer toute l'offre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des partis pris en termes d'offres produits ou bien en termes de services ou en termes d'initiation, comme on le fait sur la partie codage. Donc ça, c'est une expérience que vous pourrez venir vivre tout à l'heure, c'est vraiment sympa. Et après, pour répondre à votre question sur la partie maker,
Nous, c'est venu très naturellement, puisque toute cette communauté qui crée, il faut savoir quand même qu'à un moment donné, si on veut être en tant que distributeur un peu maître de son destin, parce qu'on a quand même quelques concurrents sympathiques en face de nous, donc si vous voulez être maître de votre destin, il faut aussi, au-delà de la relation client, il faut être maître de son offre. Et donc c'est pour ça qu'il y a plus de 10 ans, on a développé une stratégie autour de nos produits marques propres. Donc, qui veut dire comprendre comment on conçoit un produit, soit avec des usines partenaires, soit en concevant le produit de zéro, en le designant, bref. Et donc, en ayant des équipes qui ont ces expertises-là. Ça, c'est le premier point. Et puis après, aussi sur la communauté des makers ou des gens qui créent, et pas simplement les enfants, mais les adultes aussi, c'est naturellement, c'est une initiative personnelle, donc c'est une personne qui s'appelle François, il est présent dans la salle. C'est lui qui a eu cette idée, parce que c'était un fanat d'impression 3D, et il s'est dit, mais il y a des forums où il y a des gens qui cherchent des pièces détachées de nos produits, mais nous, on n'est pas capable de leur fournir. Alors pourquoi on ne créerait pas une plateforme où, finalement, les vues éclatées, les schémas, on les a déjà. Alors plutôt que de les garder sagement dans nos fichiers ou pour les comptoirs SAV, on va les mettre à disposition gratuitement d'une communauté et à nous de la faire vivre, de l'animer. Et donc François a eu l'idée, a conçu cette plateforme-là. Et aujourd'hui, l'a fait vivre. Et c'est vrai que c'était naturellement une des raisons du partenariat aussi avec cette communauté des makers, pour dire finalement les produits qu'on commercialise, vous pouvez les adapter, vous pouvez leur donner une deuxième vie. Et on essaye de ramener sur cette plateforme, non sans mal, les marques, parce que forcément, cette plateforme, elle aura de sens que si on peut proposer toutes les marques qui sont déjà présentes dans les magasins. Ça, c'est un peu plus compliqué pour des raisons juridiques, pour des raisons commerciales et autres. Ça, c'est notre discussion au quotidien avec nos fournisseurs sur plein de sujets, dont celui-là. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que c'est finalement la communauté des makers elle-même qui nous met les schémas des produits Whirlpool, des produits Samsung et autres. Et donc, ce qu'on veut, c'est embarquer tout le monde là-dedans en disant, effectivement, vous pouvez créer de manière fun, de manière sympa, mais aussi avec un rôle responsable. C'est pour ça que la promotion de Happy 3D, c'est quelque chose qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'impact. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est le mettre plus en avant, soit en faisant venir d'autres enseignes avec leurs produits marques propres, sur des produits techniques, soit en faisant venir d'autres marques. Et ça a été le lien qui nous a permis de nous retrouver avec la communauté des makers. Donc, on s'y attelle pour en tout cas qu'elle ait plus d'envergure. N'est-ce pas, François ? D'accord, super. Nathalie, vous vouliez réagir ? Pour répondre aux deux questions qui ont été posées, d'abord, nous, à l'ADEME, ce qu'on partage avec Maker Faire ici, c'est les valeurs. C'est remettre l'humain au cœur du dispositif. Je crois que tout ce qu'on voit de développer au travers des différents ateliers, c'est exactement ça. Et c'est le faire en partageant avec son enfant, avec sa famille, des moments ludiques, mais où on ressort avec quelque chose qu'on a créé soi-même. C'est important de retravailler ces objets-là qu'on a vraiment perdus de vue dans notre façon de consommer les médias, où on est hyper passif en général. Et donc voilà, d'aller faire du rétro-pédalage sur pas mal de valeurs qui sont finalement vraiment de remettre l'homme au cœur d'un dispositif. Et pour répondre à la deuxième question, on travaille peu directement parce qu'on est une agence de mission cavalerie légère. Comme on travaille avec les entreprises, les collectivités et le grand public, on a peu de liens directs avec les enfants. On en a eu pas mal dans une opération qui s'appelle MTATER et qu'on a pilotée avec la Fondation Nicolas Hulot, où on sensibilisait les enfants aux enjeux de notre planète. Il faut commencer par là, mais ce n'est pas les moins sensibles à ces sujets-là en général. Et concrètement, ce qu'on a fait aussi, c'est pas mal d'actions avec les collectivités locales au travers d'opérations gaspillage alimentaire auprès de 1000 écoles et 1000 collèges, et où l'enfant, mais aussi la dame de la cantine et le proviseur ou le directeur de l'école sont un ensemble d'un dispositif pour faire que le plateau cantine soit moins gaspillé et faire prendre conscience que la nourriture a une valeur
On a travaillé là-dessus, y compris sur le volet compostage, parce qu'il faut aussi que la matière qui est finalement jetée au sein des cantines puisse aller au compost et servir. Et on retrouve ça dans les makers qui sont ici. On a ce lien avec la terre qu'on revoit à nouveau. Nous aussi, on aime beaucoup les enfants parce qu'ils adorent réparer. Enfin, en fait, c'est vraiment naturel chez un enfant. Enfin, c'est très facile de lui faire comprendre que c'est logique de le faire, ou au moins d'essayer de le faire. Parce que quand il a un jouet qui est cassé, il a envie de garder ce jouet même cassé parce qu'il l'aime et qu'il a envie de le réparer, et il a envie qu'il resserve encore. Donc en fait, il n'est pas encore dans la surconsommation. Et il a encore ces gestes-là qui sont naturels de vouloir recoller les morceaux pour que ça remarche. Et du coup, quand on fait des Repair School, parce qu'on fait des ateliers, là, j'ai pas de prochaine date, mais si vous voulez venir vous inscrire à la prochaine, c'est dans nos locaux à Montreuil. On fait des Repair School où, du coup, on vous apprend, je sais pas, sur le lave-linge, c'est l'appareil qui tombe le plus en panne. En gros, sur les pannes les plus fréquentes, on vous apprend les premiers gestes, comment réparer, comment entretenir correctement déjà pour pas que ça tombe en panne. Enfin, on vous donne plein de bonnes astuces. Et on adore faire des Repair School avec des enfants, parce que c'est les premiers à prendre les outils, c'est les premiers à vouloir... Ils bataillent tous pour essayer de réparer le truc, et voilà. Et là, on a chronométré un gamin de 8 ans. On lui a demandé de changer une résistance de lave-linge. On lui a donné les bons outils et on a mis un expert technique à côté qui lui a parlé comme s'il était au téléphone. Donc à aucun moment, il a pris les outils, à aucun moment, il lui a même montré avec le doigt, il a juste agi comme au téléphone. Il a mis moins de 13 minutes pour changer une résistance. Donc c'est vraiment un exemple qui prouve que c'est à la portée de tous, et dont des enfants, quoi. Si on explique bien, c'est facile. Réparer, c'est facile. Merci pour ce bel exemple. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir dans la salle. Alors, une première réaction, madame. Merci. Bonjour, c'est dommage qu'on vous connaisse pas avant. et comment vous vous faites connaître? Parce qu'en fait, toi, tu en avais entendu parler, mais moi, non. Donc, pourquoi vous ne faites pas plus connaître? Je suis responsable de la communication, alors je suis super triste. Mais enfin... en fait, c'est vrai qu'on ne fait pas de publicité payante, on fait de la communication, mais on essaye d'être présent. On essaye d'être présent à chaque fois qu'on le peut, sur tous les événements. On fait des Repair School et des Repair Tours en France, donc on part avec notre camionnette et on fait plusieurs villes. Mais pour l'instant, on l'a fait qu'une seule fois parce que ça demande aux équipes techniques, du coup, de plus être au téléphone, de plus être en visio, etc. Donc ça nous prend du temps. Et sinon, notre business model, c'est la vente de pièces détachées, donc, et pour vraiment se faire connaître. On a fait pas mal de festivals, type Festival Zero Waste cet été, mais le must, c'est de pouvoir se rencontrer, et après que vous ayez le nom en tête. Et en plus, c'est pas tous les jours qu'on cherche à réparer son lave-linge. Donc c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Donc, il faut simplement savoir que le jour où vous êtes dans la panade et que vous voulez quelqu'un, que vous cherchez à être accompagné, on existe et on peut être là. Voilà, c'est pareil qu'il y a. J'ai une deuxième question, c'est pour ça que j'ai gardé le micro, mais après je le rends, promis. Une question pour Bic. La semaine dernière, j'ai un stylo à billes classique qui est forcément mal lâché. J'ai ouvert et il n'y avait plus d'encre. Vous n'avez pas de problème vous n'avez aucun crayon à Bic? Ah d'accord, c'est pour ça. Parce que ma question, c'était pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus tout simplement ces petits trucs qu'on met à l'intérieur des crayons, des recharges basiques? Elles existent, simplement personne ne veut les distribuer. Oui. Vous allez sur Internet, vous les trouverez, parce que sur Internet, on trouve tout. Mais en magasin physique, personne ne veut les distribuer. Voilà, parce que ça ne coûte pas cher. Et comme le Bic dure très très longtemps, la cartouche, au bout d'un moment, elle va vieillir. Et donc, finalement, elle ne va plus être bonne. Donc voilà. Donc c'est tout le problème. Vous savez, au début, tous les produits Bic étaient rechargeables. On a vu que personne ne les rechargeait. Donc on les a changés parce que ça faisait du coup des pièces détachées en moins, et du coup le produit était mieux. C'est bien que ça soit rechargeable, mais quand ça fait du sens. Alors ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Par exemple, si on prend
Si on prend le cas du rasoir, ça c'est intéressant parce que c'est finalement parmi nos produits celui qu'on va utiliser peut-être le moins souvent. Parce qu'un briquet c'est 3000 allumages en moyenne et je vous disais le cristal c'est 3 km d'écriture. Donc c'est très très long. Je pense qu'on aura déjà changé 2 fois de smartphone avant d'avoir fini son cristal. Alors c'est intéressant parce que dans un produit qui n'est pas rechargeable n'est pas forcément moins bon pour l'environnement qu'un produit rechargeable. Voilà. Ce qui est important, c'est comment le produit a été conçu dès le départ. Est-ce qu'il a été éco-conçu ou pas? Quand vous prenez, par exemple, le cas des rasoirs rechargeables, et nous aussi, sur certains continents, on fait de la recharge, donc on connaît bien le sujet. Finalement, quand vous achetez une recharge, cette recharge, elle est emballée. Et elle a fait partie, donc elle a été produite, elle est emballée et elle fait partie d'un parcours logistique, si vous voulez. Et en fait, si vous regardez le bilan massique, dans ces cas-là, en général, il faut prendre ce qu'on appelle des unités fonctionnelles. Donc, si vous voulez, par exemple, si vous prenez 1 an de rasage, si vous prenez un rasoir BIC non rechargeable et un rasoir rechargeable avec un certain nombre de recharges que vous allez utiliser, le rasoir rechargeable, il est plus lourd à l'origine. Et vous avez tout l'emballage pour protéger les têtes de rasoir. Donc, si vous faites le bilan massique, en fait, il est le même. Et après, si vous regardez l'aspect financier, c'est beaucoup plus cher. Ça peut aller entre 7 € pour un non rechargeable pour 1 an de rasage et 28 € pour 1 an. Vous voyez, donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est toujours la même chose. Il faut connaître les produits qu'on achète. Et le tout, c'est de ne pas gâcher et de vraiment connaître le produit qu'on achète. Est-ce qu'il est de bonne qualité? Comment est-ce qu'il est fabriqué? Voilà. Mais alors là, j'ai apporté un 4 couleurs parce qu'en ce moment, c'est le vintage à fond et le 4 couleurs est très à la mode. Le 4 couleurs, il écrit 8 km. Il est rechargeable. Il est rechargeable. Après, c'est toute la difficulté. Est-ce qu'un produit en dessous de même 5 €, est-ce qu'on veut le recharger? Pas forcément, pas encore. Et la valeur faciale de la recharge. Et vous savez, une recharge, si je prends le cristal, une recharge emballée, c'est la même chose qu'un cristal. Ou autrement, on pourrait dire que le cristal, c'est une recharge emballée. Vous voyez, c'est très... voilà. C'est très complexe et pour nous, c'est pas évident d'ailleurs de faire passer le message. C'est vrai qu'on est des produits perdables. On a un petit peu évoqué tout à l'heure la circularité des produits. Au fond, un produit, ce qu'il faut, même une machine à laver, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle tourne tout le temps. Une voiture, ce serait qu'elle roule tout le temps. Il ne faut pas que les choses soient remisées quelque part dans un placard. Les produits BIC, on dit c'est des produits jetables. Alors je m'insurge contre ça. Non, c'est des produits perdables. C'est pas grave si on perd son BIC. On prend celui du voisin. Et votre BIC, il va faire le tour du monde. Non, mais c'est vrai, en fait. Et donc, voilà. C'est tout l'enjeu, c'est vraiment de connaître les produits qu'on achète. Alors moi, c'est aussi une question par rapport à BIC, mais c'est plus, on peut l'élargir aux autres produits. C'est justement, j'ai pas vu le début de la conférence, donc ça a peut-être été répondu. C'est les plastiques que vous utilisez, est-ce qu'ils sont recyclables? Parce que c'est ça aussi. Tous les plastiques sont recyclables. D'accord. Les vendeurs de plastique, les chimistes qui font du plastique, ils vous vendent des monorésines. Donc, chaque monorésine est recyclable. D'accord. Ensuite, quand les industriels vont acheter ces monorésines, bien souvent, ils vont les mélanger. Et donc, du coup, ça va nous donner des plastiques qui deviennent complexes et qui sont souvent petits. Et en fait, vous voyez, par exemple, ça, c'est pas très petit, c'est assez volumineux. D'ailleurs, il y a des bouteilles en général plus grandes et elles sont monorésines. Donc derrière ça, vous pouvez faire une filière de recyclage parce que vous allez avoir le volume et c'est de la monorésine. Donc ça marche bien. Mais pour tout ce qui est petit et complexe, les filières de recyclage aujourd'hui n'existent pas encore et c'est toute l'ambition qu'on a
avec Ubiquity, c'est d'essayer justement de démontrer qu'avec des plastiques peu volumineux et complexes, on arrive à donner une seconde vie au recyclage. Et là, du coup, c'est très intéressant. On est quasiment une des seules marques à s'occuper de nos propres déchets. Et celui d'ailleurs de notre catégorie de produits et de nos concurrents. Et en fait, là, on a deux freins aujourd'hui. On a le coût de la collecte, parce qu'on pense tous que les déchets, ça vaut rien. Que notre poubelle, elle vaut rien, mais elle vaut pas rien, elle coûte. Elle coûte énormément d'argent, parce qu'il faut la ramasser, l'emmener au centre de tri. Voilà. Et ça, c'est vrai que du coup, nous, on a la lisibilité directe de ce coût-là. Et comme notre programme a du succès, bien évidemment, on veut ramasser plus, donc on voit bien que ça va coûter plus. Et après, on a toute la problématique de, une fois que les plastiques sont triés, déjà, il y a un problème au niveau du tri aujourd'hui, qui n'est pas assez... L'état de l'art n'est pas encore au top, mais ça va venir. Hein. Et dans quelles applications on peut les mettre? Une application qui a du sens. Mobilier extérieur, l'idéal, en bois, c'est du tech. Ça vaut une fortune et c'est très compliqué à entretenir. Donc, la majeure partie du mobilier extérieur, aujourd'hui, il est en bois d'élevage. Les bois d'élevage, ce n'est pas forcément la panacée d'un point de vue empreinte environnementale. Et en plus, il faut le changer tous les 4 ans. Ça ne résiste pas. Donc ça résiste mieux. Vous voyez, ça résiste 10 ans, c'est garanti 10 ans. Très bien, donc on trouvait ça pas mal. Vous voyez, mais nous, on a encore l'ambition d'aller plus loin et de faire avancer l'état de l'art. Et tout ça, je pense que, parce qu'on a cherché, on s'est demandé pourquoi on en était là en recyclage. Je pense que déjà, le pétrole était pas cher, donc c'est bien plus facile de produire avec du plastique vierge, parce que vous allez plus vite en cadence de machine qu'avec du plastique recyclé qui a perdu de ses propriétés mécaniques. Et en plus, il faut être honnête, je pense que le monde des déchets, c'est pas un monde très sexy, si vous voulez. Donc, ça faisait pas vraiment rêver les gens. Maintenant, on parle plus de ressources secondaires et de ressources. Donc, on change déjà un peu le langage. Pardon, je suis longue. Je suis passionnée par le sujet. Et oui, petit stylo deviendra banc. Madame ? Bonjour, merci pour vos interventions respectives. J'avais une question peut-être plus pour Madame Hucfrelier de l'ADEME. Quelle est la position de l'ADEME par rapport à la coordination de l'ensemble des initiatives qu'on voit fleurir du côté des entreprises? Merci pour l'exemple boulanger, du côté de BIC ou du côté des plateformes de réparation. Parce que, enfin, je sors de 3 contrats ADEME de recherche, dont le dernier sur la conscientisation du gaspillage des objets. Et au fond, vous disiez, on ne fait pas sortir son téléphone portable de son tiroir. Mais quand on regarde ce que nous disent les gens, on fait des travaux ethnographiques chez les ménages pour voir ce qu'ils font de leurs objets dont ils ne veulent plus, et qu'ils n'appellent pas déchets d'ailleurs, on s'aperçoit qu'ils les gardent, ils les conservent. Et la réponse la plus fréquente qui nous vient, c'est « on ne sait pas quoi en faire ». On ne connaît pas les filières. On leur parle de certains noms, de certaines initiatives, y compris Give, enfin, vous voyez, des tas de choses en tout genre. Ils ne connaissent pas. Donc, j'aime bien l'intervention de la dame tout à l'heure, parce que c'est exactement ça la problématique des consommateurs. On nous a dit, j'ai besoin, par exemple, d'un ouvrage qui me dise tout. Quoi faire? Je déménage, je veux plus de mes vieilles casseroles. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je les mets? À qui je les donne? Deuxième chose, ils veulent les faire circuler à des gens qu'ils connaissent, en proximité. Et j'ai beaucoup aimé votre remarque sur le fait qu'on veut savoir ce que devient le produit. Donc on ne veut pas simplement se débarrasser de choses qui nous dérangent, qui nous encombrent, ou qui ne servent plus, ou qui sont cassées. On veut vraiment savoir ce qu'elles vont devenir derrière. Et ça aussi, c'est une remarque des consommateurs qui est intéressante, parce qu'ils ont une conscience et une responsabilité au-delà du non-désir de garder. Voilà. Je peux vous demander de reposer la question pour être sûre. Ma question, parce que, c'est comme vous l'avez beaucoup développé, voilà. C'était sur le rôle de l'ADEME en termes de coordination des initiatives. Est-ce que vous posez en termes d'institutions publiques comme des gens qui tiennent des discours sur ce qu'il faudrait faire et qui aboutissent chez les consommateurs en termes de reflet à une sorte de culpabilité parce qu'ils ont conscience du gaspillage. La conscientisation, elle est là. La question, c'est les filières et les compétences. Voilà. Alors non, on n'est pas des sachants à l'ADEME, bien loin de là. On essaye de travailler par des études et de la recherche, comme vous avez dit. Vous aviez travaillé avec nous sur ce sujet-là. On essaye de rechercher les pistes, l'ensemble des pistes et de les développer
et pour voir ce qui marche. Voilà. Et c'est pour ça qu'on le fait avec un ensemble d'acteurs, distributeurs, fabricants, etc. Parce que ça nous permet d'aller creuser certains sujets. Comment dire ? En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On est parti de là à l'ADEME il y a 30 ans. Et derrière, on s'est dit, travaillons le mix énergétique. Et on est toujours sur cette démarche-là, d'expérimenter avec le plus possible pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce qu'on peut déployer à grande échelle. Maintenant, vous avez parlé aussi du fait que les gens ne savaient pas comment faire. Et pour avoir un changement de comportement, il faut connaître, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette manifestation-là, parce qu'on sait que ça capte des milliers de personnes, des milliers d'enfants, et on se dit, ça aide les gens à aller au-delà de ce qu'ils savent faire ou de ce qu'ils pensent pouvoir savoir faire. Et Ophélie l'a dit très bien tout à l'heure, un gamin est capable de réparer une machine à laver. Moi, je ne savais pas. Voilà. Donc, je découvre aussi que le potentiel humain qu'il y a derrière de modifier les choses. On n'est pas des sachants, mais c'est notre job d'essayer d'apporter de la connaissance. Et pour ça, on s'appuie sur les expériences, le terrain et les études que nous faisons. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire avancer les choses. Et on propose après. On propose au ministère, on propose aux ONG de nous accompagner sur certains sujets, ou on propose de les accompagner sur certains sujets, et aux entreprises de la même façon, aux distributeurs de la même façon. On travaille avec Leroy Merlin sur l'économie circulaire, mais aussi sur la maîtrise de l'énergie dans l'habitat. On a plusieurs sujets comme ça, et c'est comme ça qu'on avance. C'est empirique, c'est à petits pas, et des fois on nous pousse aussi à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. On aimerait le faire. Dans les 50 mesures de la feuille de route économie circulaire qui ont été retenues par le gouvernement, on en avait d'autres que nous avons proposées, que nous avons parfois proposées collectivement pour pousser les sujets. Et après, ça marche ou ça marche pas, c'est pas le bon moment, et on remet sur la table plus loin, à d'autres moments, pour pouvoir faire avancer les choses. On parlait de la recyclabilité des plastiques. Alors, les choses sont recyclables, mais ne sont pas recyclées. Et nous réintroduisons actuellement pas suffisamment de matières premières recyclées dans les process des entreprises. Et nous avons fait toute une opération sous forme d'appel à projet il y a 2 ans pour aider des entreprises à mettre plus de matières premières recyclées dans leur process d'entreprise. Pour fabriquer de nouvelles fenêtres, par exemple des huisseries, pour fabriquer des plots sur les routes, de telle façon à montrer la faisabilité des choses. Et c'est comme ça qu'on convainc un peu à la fois, parce que d'autres prennent le relais, et nous, on est là pour les inciter et rendre les choses plus faisables. C'est notre job. Mais nous-mêmes, nous ne sommes que des accompagnateurs. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, réaction dans l'Assemblée ? Je voulais rebondir sur votre question, parce qu'effectivement, nous, on se rend compte que lorsqu'on livre un produit neuf, les clients nous disent, mais lorsque vous allez revenir, lorsque vous allez venir faire l'installation, la livraison, est-ce que vous pourriez me reprendre mon vieux frigo ? Mais c'est une obligation. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quand même, même aujourd'hui, donc nous on le faisait déjà avant, avec nos équipes, mais finalement on se rend compte quand même que même en 2018, les gens pensent que vous êtes sympa, alors soit parce qu'ils habitent au 8e sans ascenseur, il y a ça aussi, mais non, mais c'est notre on n'a pas le choix, donc on va le faire, et aussi on l'explique parce que ça permet justement d'éviter d'avoir des décharges dans la nature ou des filières parallèles, voilà. Donc ça montre effectivement, même sur un basique, il y a un déficit. Alors après, il y a écosystème, fait de la pub télé, et ainsi de suite. Donc il y a un travail d'éducation qui est important. Et il y a une autre chose aussi, mais ça c'est plus un vécu personnel, puisque cette activité-là, moi c'est ça fait 1 an et demi que je participe à cette aventure avec les équipes chez Boulanger. Et je me rends compte que l'économie circulaire,
il y a aussi un aspect social qui est vraiment important et que moi que j'ai découvert au fil de l'eau. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure avec Envie, c'est un groupe d'une trentaine d'entreprises qui emploie à peu près 2500 personnes dans l'univers de la réinsertion. Donc toutes les équipes qui aujourd'hui sur les différents sites récupèrent les produits qu'on leur confie ou qu'on leur donne, bah, c'est pour aider des gens à se réinsérer en leur redonnant un travail. Donc ça aussi, l'économie circulaire, tout cet aspect social, solidaire, il est intimement lié et on n'en a pas forcément toujours conscience. On essaye, nous, par exemple, de favoriser les dons, parce qu'on se rend compte, bah, c'est bien d'être toujours en train de dire bah, tiens, on va les revendre, on va les remettre sur le circuit, puis on se rend compte que bah, finalement, il y a aussi les magasins, régulièrement, ils sont sollicités par des associations locales qui ont des c'est comme dans l'alimentaire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de toute la nourriture qui est jetée et ainsi de suite. Nous, le cas se pose de la même manière. Et dans ce cas-là, on a rencontré Emmaüs, d'ailleurs, à travers la banque, la BSE, la banque solidaire de l'équipement. Moi, j'ai réalisé qu'effectivement, c'était bien de donner enfin des logements à des gens qui en recherchaient, mais lorsqu'ils avaient leur logement, c'était vide. Et donc, ils n'avaient pas les moyens pour s'équiper. Donc, on dit peut-être que nous, il y a peut-être des produits qui sont abîmés. C'est comme les produits moches dans l'alimentaire, et on ne sait pas quoi en faire. Alors, soit on peut les vendre, mais aussi on peut les donner. Voilà. Donc ça fait partie des aspects de l'économie circulaire avec un grand C. Elle englobe aussi ce volet social. Et donc je pense qu'il y a un déficit de communication pour montrer, au-delà de la responsabilité citoyenne, qu'il y a vraiment des enjeux qui vont au-delà de l'aspect économique. Quoi. C'est pour ça que c'est quand même assez... en partant de la communauté des makers, on arrive à avoir d'autres sujets connexes, mais qui sont tout aussi importants. Voilà. Je voulais rajouter un mot sur les frigos, parce que vous parliez du recyclage des frigidaires. Parce que chez BIC, nous, on utilise les frigidaires recyclés pour mettre dans nos crayons de couleur. Quand on a lancé le crayon Évolution en 1994, c'est un crayon de couleur qui est fait en plastique recyclé, et non pas en bois précieux, comme les autres crayons de couleur. Et l'intérêt, c'est que quand il tombe par terre, il ne casse pas parce que la mine est ensachée dans la résine. Et c'est fait avec du plastique recyclé. Post-consommateur pour les feuilles de frigo à l'intérieur et post-industriel avec les feuilles de yaourt. Quand ils fabriquent des yaourts, à un moment, avec le pot, ils n'arrivent pas à remettre dans leur chaîne de production les rebuts de plastique. À un moment, ils n'y arrivent plus. Donc nous, on les rachète et on les met dedans. Et ce qui est intéressant, c'est donc il faut recycler les frigos, c'est important. Mais en 1994, quand on a lancé ce produit, on a dit il y a de la matière recyclée et tout, et au marketing, on nous a dit ah non, mais surtout le dites pas, c'est affreux, on peut pas dire que c'est de la matière recyclée. Vous voyez comment c'est intéressant de voir comment tout a évolué et comment maintenant, finalement, un jour, on va réussir à dire que la matière recyclée, c'est plus mieux que la matière vierge. Et puis sinon, juste pour l'ADEME, je voulais dire que nous, en tant qu'entreprise BIC, on s'appuie énormément sur l'ADEME. Et en développement durable, en général, on ne prend pas une option sans l'avoir validée avec l'ADEME. Pour nous, c'est très très important cette manière de travailler que nous avons avec l'ADEME. En tout cas, merci pour ces réactions. Alors, j'ai une dernière question pour vous quatre. Comment vous voyez le futur finalement de l'économie circulaire, le futur aussi de vos projets, et finalement un peu le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire à notre assemblée voilà, pour conclure. Qui veut commencer? Ophélie? Moi, je le vois assez bien le futur, peut-être parce que je suis optimiste de nature, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'on se bouge, ou alors je suis entourée de gens qui se bougent, je sais pas, mais j'ai quand même l'impression qu'on prend de plus en plus conscience et qu'on passe à l'action, même si c'est long et que ça va encore être long. Je suis hyper optimiste. Voilà. Et pour parler une dernière fois de Spareka, vraiment, l'objectif, c'est de nous redonner à tous du pouvoir et de redonner de la valeur aux choses. Et voilà, n'ayez pas peur de démonter un appareil et de voir ce qu'il y a dedans, quoi. C'est cool. Et c'est hyper facile, encore une fois. Voilà, et merci à tous pour votre attention. C'est agréable d'échanger
avec des personnes comme le public de Maker Faire. Comme Ophélie, moi je suis très très optimiste. Déjà là, vous êtes là, la salle elle est remplie. Je pense qu'on a eu un dialogue très intéressant entre vous et nous. Et oui, je suis très optimiste. J'ai l'impression que tout le monde est en train de se lever, tout le monde a envie de trouver des solutions. Et moi, ce que j'espère, c'est un plus grand avenir pour Ubiquity et d'emmener beaucoup plus de marques avec nous et vraiment d'arriver à faire bouger le recyclage du plastique post-consommateur. Et quand je vois l'engouement que ça suscite, je me dis qu'il faut qu'on y arrive. Voilà, ça donne des ailes. Alors moi, je dirais que chaque geste compte. Donc voilà, il faut compter les uns sur les autres. Qu'on est humain et imparfait et qu'on apprend de nos erreurs. Alors j'ai peut-être accès à des informations qui font que je suis peut-être moins optimiste, parce que je vois que si la partie occidentale du monde ne change pas sa façon de faire les choses, la partie orientale est en train de prendre la suite. Et je nous vois mal en train d'expliquer à l'Orient, faites pas comme on a fait, faites mieux, sans montrer l'exemple. Donc chaque geste compte, le gouvernement, chaque citoyen, on n'y arrivera que de cette façon-là. Et je vous dis ça un jour où les gilets jaunes sont dehors. Voilà, dans la rue. Donc on est plein de contradictions, on est imparfait. Mais bon, on verra bien ce que le monde nous donnera, la façon dont les choses vont évoluer, et de toute façon on arrivera un jour à un point de rupture. Et là, il faudra se servir de notre intelligence pour reconstruire. Et le travail sera beaucoup plus compliqué. Je vais rester optimiste, mais je pense que le point de rupture... on est déjà en plein dedans. Donc, moi, c'est plutôt la vitesse avec laquelle les choses changent. On le voit bien dans le comportement des clients. Et finalement, le client est un citoyen avant tout. Donc, il en a parfaitement conscience. La seule chose qui manque, je pense que c'est les initiatives. Il y a un nombre dingue d'initiatives, publiques, privées. Je suis dans le domaine de l'entreprise, mais il y a plein d'entreprises de tous les secteurs qui font énormément de choses. Mais alors, soit c'est pas sexy et ça passe pas au journal de 20h, soit c'est considéré comme une lubie, un truc comme... Mais je pense que lorsqu'on parle de RSE, je ne sais pas ce que ça évoque finalement dans l'esprit du grand public. C'est-à-dire que ça commence à être un sujet... vraiment majeur pour les entreprises, mais est-ce que la responsabilité sociétale, environnementale, est-ce qu'elle parle au grand public? Je ne sais pas. Donc il y a peut-être un peu de marketing à faire. Donc je pense aussi que les pouvoirs publics doivent en prendre conscience. Et ce qu'il faut, c'est apporter des preuves. Donc, et quand je dis ça, nous, chez Boulanger, on n'est pas très bon pour l'instant pour communiquer. Donc après, soit c'est perçu comme du marketing en disant ils sont gentils chez Boulanger, ils nous revendent des trucs toute la journée. Et puis, non, Second Life, c'est une activité. Quand j'ai ces 40 personnes, ce sont des salariés boulangers. C'est quelque chose qui est fait en France. On le crie sur les toits ou on ne le crie pas. Bon, en l'occurrence, on communique très peu dessus. Et je pense qu'on devrait, mais plus parce en considérant qu'on a une responsabilité et qu'elle parle aussi à nos équipes. Les 9000 collaborateurs, il y en a plein, ils ne savent pas tout ce qu'on fait. Ils le savent, mais sans vraiment trop savoir. Donc, c'est bien de venir aujourd'hui pour le dire vis-à-vis du grand public. Et je pense que pour moi, l'étape, ça va être vraiment de dire, effectivement, oui, il y a des initiatives, et on voit parce que ces problématiques-là, elles engagent la société, et ça fait partie des sujets qui ont été évoqués toute la semaine, et donner des preuves de choses quantifiables, de choses mesurables, avec des résultats qui peuvent impliquer les gens pour montrer qu'effectivement, même un gamin de 13 ans, il peut lui dire, finalement, il tombe en panne, on va en racheter un autre. S'il revient, s'il est capable de le réparer, tant mieux. Mais effectivement, il faut qu'on le fasse. Donc, en restant optimiste et communiquons mieux sur toutes ces initiatives-là. Voilà. Merci pour votre attention. En tout cas, merci à vous quatre. Alors, vous pouvez aussi les retrouver sur les stands, parce que vous avez chacun
un stand à la Maker Faire où vous retrouverez des optimistes offensifs par rapport à justement cette question. En tout cas, moi, je retiens aussi, on a aussi parlé d'écologie humaine finalement et de pouvoir remettre l'humain et le social au cœur. Vos différents projets créent aussi les conditions favorables à l'émergence de cette économie circulaire et donc aussi merci de nous donner envie, de nous apporter cette connaissance, d'élever finalement notre état de conscience par rapport à ces enjeux. Pour enfin, en tout cas, nous donner les raisons d'espérer. L'avenir appartient à celles et ceux qui donnent aux générations futures, en tout cas, les raisons d'espérer. Et merci à tous, car le monde va mieux grâce à vous. En tout cas, merci. Bonne Maker Faire Paris 2018.